Bonjour et bienvenue sur l'atelier de Fanoria. Dans ce nouvel épisode de notre podcast consacré aux grands maîtres de la peinture, jusqu'ici nous avons suivi le fil des impressionnistes et de leurs compagnons de route. Fantin Latour et ses portraits de groupe, Berthe Morisot et sa lumière intime, Marie Cassatt et ses scènes de tendresse. Aujourd'hui nous quittons cet univers-là, la lumière du plein air, la couleur vibrante sur les surfaces, le quotidien saisi en plein mouvement. Nous entrons dans un monde intérieur, fermé sur lui-même comme un écrin, peuplé de dieux, de monstres, de femmes fatales et de héros blessés. Un monde où la peinture est couverte de pierreries, d'écailles, de plumes d'or et de pourpre. Le monde de Gustave Moreau. Moreau est l'un des artistes les plus singuliers du XIXe siècle. Un isolé, un reclus, que Degas résumait d'une boutade acérée. Il met des chaînes de montre aux dieux de l'Olympe, un homme qui a légué à la postérité non seulement une œuvre immense et étrange, mais le musée qu'il a lui-même conçu et construit de son vivant, dans sa maison où il est né, où il a toujours vécu et où il est mort. Et un pédagogue visionnaire dont les deux principaux élèves se nommaient Henri Matisse et Georges Rouault. Installez-vous, ce podcast s'enlaçant la mythologie et la poussière des ateliers silencieux. Gustave Moreau naît le 6 avril 1826 à Paris, au 7 rue des Saints-Pères, dans le 6e arrondissement, à 9h du matin. Son père, Louis Moreau, est architecte de la ville de Paris, ancien élève de Charles Percier, l'un des architectes favoris de Napoléon Ier. Grand admirateur de Palladio et de l'architecture romaine, Louis Moreau est un homme d'une culture classique solide. Attaché aux encyclopédistes du XVIIIe siècle, il constate très tôt le manque de formation intellectuelle des artistes de son époque et décide de donner à son fils une éducation poussée en humanité. La bibliothèque familiale regorge d'Ovide, de Dante, de Winckelmann. Sa mère Pauline Desmoutiers est fille d'un maire de Douai, issue d'une famille terrienne de Flandre. C'est une femme cultivée, musicienne, qui initie son fils à la musique dès l'enfance. Passion que Gustave conservera toute sa vie. Elle est aussi d'une tendresse presque étouffante envers ce fils à la santé fragile. Elle prendra soin de lui, gérera le ménage, tiendra les comptes, vivra à ses côtés jusqu'à sa mort en 1884. En 1827, la famille s'installe à Vesoul, dans la Haute-Seine, où Louis Moreau exerce comme architecte du département. Les Moreau rentrent à Paris en 1830. Le petit Gustave dessine depuis l'âge de 6 ans, sans qu'on le lui ait vraiment demandé. Encouragé par son père, qui lui confie des carnets de croquis, l'enfant passe des heures à copier ce qu'il voit, à inventer des figures, à remplir page après page. En 1837, il entre comme interne au collège Rollin. C'est une période difficile. Timide, de petite taille pour son âge, il souffre du contact avec des condisciples plus forts. En 1839, il remporte néanmoins un premier prix de dessin. Mais en 1840, la mort frappe. Sa sœur cadette, Camille, âgée de 13 ans, disparaît. Gustave est retiré du collège par ses parents, officiellement en raison de sa santé. Ce premier deuil d'enfance, cette sœur arrachée à l'adolescence, laisse en lui une trace durable. Le thème de la mort prématurée, de la beauté foudroyée, traversera toute son œuvre. En 1841, à 15 ans, il effectue son premier voyage en Italie, en compagnie de sa mère, de son oncle et de sa tante. Son père lui confie un carnet de dessins qu'il remplit tout au long du voyage. Ce premier contact avec l'art de la Renaissance italienne est une révélation qui orientera toute sa vie créatrice. En 1844, Gustave Moreau entre dans l'atelier privé du peintre néoclassique François-Édouard Picot, décorateur de monuments publics et d'églises de Paris. Il y prépare le concours d'entrée à l'école royale des beaux-arts où il est admis en 1846. Mais son passage à l'école est bref et décevant. En 1848, il se présente une première fois au concours du Grand Prix de Rome de peinture, le concours le plus prestigieux qui ouvre les portes d'une carrière académique officielle. Il échoue. En 1849, il retente sa chance. Il échoue à nouveau. Éliminé au dernier tour face à un concurrent nommé Gustave Boulanger.
C'est une double déception cuisante. Ces deux échecs au prix de Rome vont paradoxalement le libérer, puisqu'il ne fera pas la carrière académique toute tracée. Grand prix, Villa Médicis, à Rome, commande de l'État, galons et honneurs. Il doit chercher sa propre voie. Et c'est dans cette recherche qu'il va rencontrer l'homme qui changera tout. En 1851, Gustave Moreau se lie d'amitié avec Théodore Chassérieu. Chassérieu est un peintre de 30 ans, ancien élève favori d'Ingres, qui a opéré une rupture avec le maître pour se tourner vers une peinture plus colorée, plus romantique, plus riche d'influences orientales. Il est à la fois néoclassique et romantique, une synthèse que nul autre n'avait osée. Moreau loue un atelier voisin du sien, avenue Frochot, près de la place Pigalle, et s'imprègne de son travail. L'influence de Chassérieu sur Moreau est capitale et durable. Ce n'est pas seulement une influence stylistique, c'est une influence de pensée. Moreau comprend qu'on peut peindre des sujets mythologiques et bibliques hors des conventions académiques, avec une liberté de couleur et de forme que l'école officielle réprouve. Peindre l'Antiquité de l'intérieur avec passion plutôt qu'avec érudition froide. En 1852, ses parents achètent à son nom une maison particulière au 14 rue de la Rochefoucauld, dans le quartier de la Nouvelle Athènes, ce quartier parisien qui abrite alors les artistes et les écrivains. Moreau y aménage son atelier au 3e étage. Il y vivra, y travaillera, y mourra. Et c'est cette même maison qu'il transformera de son vivant en musée. Mais nous y reviendrons. En 1852, il expose pour la première fois au salon officiel. Puis, en 1856, Chassérieu meurt prématurément à l'âge de 37 ans. La perte est immense. Moreau est plongé dans un questionnement artistique profond. Que peindre? Comment? À quelle tradition se rattacher? Sa réponse à ce questionnement est de repartir à la source, l'Italie. D'octobre 1857 à septembre 1859, il effectue un second et long séjour dans la péninsule. Il s'établit à Rome, où il copie Michel-Ange avec ferveur. Des centaines d'études d'après les fresques de la Sixtine. Il visite Florence, Milan, Naples et découvre à Venise Carpaccio, le peintre de la fin du XVe siècle, dont les récits en images, clairs colorés, précis dans les détails des costumes et des décors, l'enchantent. C'est au cours de ce voyage qu'il se lie d'amitié avec un jeune peintre français de 23 ans, rencontré à Rome, Edgar Degas. Les deux hommes passent du temps ensemble à Venise et à Florence, discutent peinture avec ardeur, se montrent mutuellement leurs carnets de croquis. Cette amitié entre le futur symboliste et le futur impressionniste est l'une des plus belles paradoxes de l'histoire de l'art. Deux esprits si différents, liés par le goût commun du dessin rigoureux et par la méfiance à l'égard de l'art officiel. De retour à Paris en septembre 1859, Moreau rencontre peu après une jeune femme du quartier, Alexandrine Dureux, née en 1835 à Guise. Elle est institutrice, cultivée, discrète. Moreau l'initie au dessin. Entre eux, naît une relation qui durera 30 ans. Tenue secrète, jamais formalisée par le mariage, mais d'une intensité et d'une fidélité absolue. Moreau l'appellera toujours sa meilleure et unique amie. Il fera plusieurs portraits d'elle, il conçoit pour elle une douzaine d'œuvres, peintures, aquarelles, éventails, aujourd'hui conservées au musée Gustave Moreau. Un boudoir de la maison musée lui est entièrement consacré avec 2 photographies de Nadar accrochées au mur. Moreau ne souhaitait pas se marier. Il avait à ce sujet une formule lapidaire souvent citée. Le mariage éteint l'artiste. C'était un avis répandu dans les milieux artistiques et littéraires de l'époque. Mais dans le cas de Moreau, ce n'était pas une posture de dandy. C'était une conviction profonde, liée à son désir de consacrer sa vie entière à son œuvre, et peut-être aussi à son attachement de fils unique à sa mère, qui vivait avec lui. Voici d'ailleurs l'une des anecdotes les plus touchantes de sa vie. Lorsque sa mère mourra en 1884, Moreau, inconsolable, errera plusieurs jours aux Tuileries, le jardin où sa mère l'emmenait enfant, avant de trouver refuge chez Alexandrine Dureux. Et lorsqu'Alexandrine elle-même mourra 6 ans plus tard,
en 1890, il fera brûler toute leur correspondance, des décennies de lettres, de confessions, d'échanges intimes, pour protéger jusqu'au bout la discrétion de cette femme. Un geste d'une noblesse déchirante. De retour d'Italie, Gustave Moreau se remet au travail avec une énergie nouvelle. Il prépare une grande toile inspirée de la mythologie grecque, Oedipe et le Sphinx. Le tableau représente le héros thébain, jeune homme à l'armure dorée, beau et impassible, faisant face au monstre mi-femme, mi-lion qui lui impose son énigme fatale. Le Sphinx se cramponne à lui, ses griffes plantées dans la poitrine d'Oedipe, son regard planté dans le sien. Mais Oedipe regarde droit devant lui, sans peur, au-delà du monstre. Le tableau est exposé au salon de 1864. C'est un coup de tonnerre. Le prince Napoléon, cousin de l'empereur, l'achète immédiatement. La presse salue l'apparition d'un talent singulier. Moreau reçoit une médaille. Sa carrière commence vraiment à 58 ans, retard sur ses espoirs. Les salons suivants, en 1865 et 1869, confirment son originalité, mais suscitent aussi des résistances. En 1869, ses tableaux Prométhée et l'enlèvement d'Europe sont jugés très sévèrement par une partie de la critique. Moreau, blessé et fier, décide de ne plus exposer au salon. Il se retire dans son atelier, refuse de participer aux expositions officielles, garde jalousement ses toiles, les vend peu, choisit ses acheteurs parmi les plus fortunés et les plus connaisseurs. Son premier biographe, Harry Renan, le décrira comme obscurément célèbre, connu des initiés, ignoré du grand public. Il a dans cet isolement quelque chose de délibéré et de provocateur. Moreau n'est pas un ermite par timidité, il est un solitaire par choix. Un artiste qui croit que son travail n'est pas à se soumettre au jugement des foules ou des jurés. Il peint pour lui-même, pour sa vision, pour la postérité. Parlons maintenant des tableaux, car c'est là, dans ces grandes toiles chargées de symboles, que Moreau est le plus lui-même. Et il faut aller voir, parce que ça vaut le coup d'œil. Oedipe et le Sphinx, 1864, Metropolitan Museum of Art de New York, et son acte de naissance artistique. La confrontation entre l'homme et le monstre est traitée non comme un combat physique, mais comme un duel de regards. Et c'est le regard qui tue ici. La composition est d'une clarté presque sculpturale, et la surface du tableau, les armures, les écailles de la sphinge, les rochers, commencent à montrer ce qui deviendra la signature de Moreau. Une technique de peinture à la surface travaillée comme une orfèvrerie, où les couleurs sont déposées en couches superposées, les réaux d'or et de bijoux scintillants dans la matière picturale. Salomé dansant devant Hérode, 1876, Hammer Museum, Los Angeles, est sans doute l'œuvre qui a le plus nourri la légende de Moreau. Ce tableau gigantesque représente la princesse juive dans un palais d'une richesse architecturale délirante. Colonnes incrustées de pierreries, mosaïques byzantines, plafond en or, levant la jambe dans sa danse, le bras pointé vers la tête de Jean-Baptiste qui lui désigne Hérode. La figure de Salomé est d'une beauté glaciale et mécanique. Elle est à la fois la danseuse, l'arme et l'idole. Le tableau fascine les écrivains de l'époque. Huysmans lui consacre plusieurs pages dans À rebours, en 1884, en faisant de Salomé la figure par excellence de la femme fatale décadente. L'apparition, 1876, musée d'Orsay et musée Gustave Moreau, et la pendant de Salomé. Ici, ce n'est plus la tête de Jean-Baptiste posée sur un plateau d'argent qui réclame Salomé, c'est la tête du précurseur, auréolé de lumière divine, qui apparaît dans les airs devant la princesse pétrifiée. L'image est d'une puissance visionnaire et extraordinaire, la tête tranchée qui brille dans la nuit comme une comète sacrée, pendant que Salomé, pour une fois, recule de terreur devant ce qu'elle a provoqué. Jupiter et Sémélé, 1894-1895, musée Gustave Moreau,
est le chef-d'œuvre de sa vieillesse. La toile représente le dieu Jupiter assis sur son trône céleste, tenant dans ses bras la mortelle Sémélé, qui l'a supplié de se montrer à elle dans toute sa splendeur divine. Mais cette splendeur consume ce qu'elle touche. Sémélé, foudroyé par l'excès du divin, expire dans les bras du dieu. Moreau lui-même a commenté cette œuvre. Le dieu, tant de fois évoqué, se manifeste dans sa splendeur encore voilée. Sémélé, pénétré des effluves divines, régénéré, purifié par le sacre, meurt foudroyé, et avec elle le génie de l'amour terrestre. Le tableau est une accumulation vertigineuse de détails, fleurs sacrées, architecture aérienne sans base ni fête, êtres mythologiques accrochés à la composition comme des rêves superposés. La couleur est portée à une incandescence presque abstraite. C'est le testament pictural d'un homme qui a passé sa vie à tenter de rendre visible l'invisible. Orphée sur la tombe d'Eurydice, vers 1891, musée Gustave Moreau, est l'une de ses œuvres les plus personnelles. Peinte après la mort d'Alexandrine Dureux, elle représente le poète Orphée, prosterné sur le tombeau de sa bien-aimée disparue. La résonance autobiographique est évidente. C'est un adieu peint, le plus beau qu'un artiste puisse offrir à quelqu'un qu'il a aimé. L'œuvre de Moreau ne se réduit pas à ses grandes toiles symbolistes. Il faut mentionner un travail moins connu du grand public, mais qui révèle une face fascinante de sa création. Les 64 aquarelles illustrant les fables de Jean de La Fontaine, réalisées entre 1879 et 1884 à la demande du collectionneur Anthony Roux. Ces aquarelles sont d'une liberté et d'une grâce saisissantes. Moreau y abandonne le faste baroque de ses huiles monumentales pour une légèreté de touche, une transparence de la couleur, une économie de moyens qui paraissent presque incompatibles avec la peinture chargée de ces grandes compositions. La cigale et la fourmi, le corbeau et le renard, le lièvre et la tortue. Chaque fable devient une petite scène animée, vivante, traitée avec un humour délicat que l'on n'attend pas de Moreau. Ces 64 pièces furent payées à Moreau, la somme de 83 500 francs, une fortune pour l'époque, et vendue en 1814 à un collectionneur privé. L'une d'elles fut ultérieurement donnée au musée Gustave Moreau. Elle constitue la preuve que derrière le grand peintre mystique et hermétique, il y avait aussi un homme capable de légèreté, d'ironie et d'une tendresse discrète pour les créations humbles de la nature. À partir de 1892, Gustave Moreau succède au peintre Jules-Élie Delaunay comme professeur à l'École des Beaux-Arts de Paris. Ce poste, il ne l'a pas vraiment cherché. Quand Delaunay était sur son lit de mort, il avait prié Moreau de prendre sa place. Moreau avait accepté par sentiment de devoir. Il avait pourtant refusé quelques années plus tôt un poste similaire, parce qu'Alexandrine était malade et qu'il préférait rester à son chevet. Ce qui se passe dans son atelier de l'École des Beaux-Arts est l'une des grandes aventures pédagogiques de l'histoire de l'art français. Moreau est un professeur hors norme. Il n'impose pas son propre style à ses élèves. Au contraire, il les encourage à trouver leur propre voie, à explorer librement, à ne pas s'enfermer dans les recettes académiques. Il les amène au Louvre pour copier les maîtres. Il les reçoit le dimanche dans sa maison de la rue de La Rochefoucauld, où les conversations sur l'art se prolongent tard dans la nuit. Parmi ses élèves figurent Henri Matisse, Georges Rouault, Albert Marquet, Henri Manguin, Edgar Maxence. Ces noms disent tout. Matisse et Marquet seront au cœur du fauvisme, ce mouvement qui fera exploser la couleur au-delà de toute représentation naturaliste. Rouault deviendra l'un des peintres expressionnistes les plus puissants du XXe siècle. Que le peintre au symbolisme chargé d'or et de pierreries ait engendré les fauves, voilà un des paradoxes les plus savoureux de l'histoire de l'art. Matisse lui-même dira de Moreau « Il ne nous imposait pas ses idées, il agitait notre réflexion ». Et Rouault
qui fut son élève le plus fidèle et son ami jusqu'à la fin, le considérera toute sa vie comme le plus grand maître qu'il ait jamais eu. Après la mort d'Alexandrine en 1890, Moreau se retrouve seul pour la première fois de sa vie. Sa mère était morte en 1884 et à cette occasion, il avait écrit à son architecte « Je suis aujourd'hui, depuis la mort de ma mère, comme un étudiant, ayant réduit tout ce qui touche à ma personne aux seuls indispensables. Maintenant, c'est Alexandrine qui a disparu. Il dessine lui-même son monument funéraire au cimetière de Montmartre et y fait graver les initiales A et G entrelacées. Seul désormais, il prend une décision unique dans l'histoire de l'art, transformer de son vivant sa maison en musée. En avril 1895, il charge un jeune architecte, Albert Laffont, de remanier la maison familiale du 14 rue de la Rochefoucauld. Les travaux durent d'avril 1895 à septembre 1896. On surélève la maison, on construit de grands ateliers lumineux aux 2 derniers étages, on installe un élégant escalier métallique en spirale. Moreau supervise lui-même l'accrochage de ses œuvres. Des centaines de toiles, parfois inachevées, pendues serrées les unes contre les autres, sans ordre chronologique ni thématique, dans une atmosphère d'accumulation sublime qui est elle-même une œuvre d'art. Il lègue à l'État l'intégralité de ce qu'il contient. Près de 850 peintures, 350 aquarelles et 13 000 dessins. Il pose une condition, que la maison soit conservée telle qu'il l'a laissée, que rien ne soit modifié dans la disposition des œuvres et que le public puisse y rentrer librement. Le 18 avril 1898, Gustave Moreau s'éteint à Paris. Il est inhumé au cimetière de Montmartre, dans le même caveau qu'Alexandrine Dureux. Il avait 72 ans. Ses funérailles sont célébrées à l'église de la Trinité, à 2 pas de sa maison. Le musée national Gustave Moreau ouvre ses portes en 1903, 5 ans après sa mort. Il est toujours ouvert aujourd'hui, dans le même état que Moreau l'a laissé. La muséographie est inchangée depuis l'origine. C'est l'un des musées les plus étranges et les plus envoûtants de Paris et de France. Son héritage artistique est considérable. André Breton, fondateur du surréalisme, visitera le musée à l'adolescence et en gardera une impression indélébile. Il écrira « Ma découverte, à l'âge de 16 ans, du musée Gustave Moreau a influencé à jamais mon idée de l'amour. La beauté et l'amour m'y ont été révélés pour la première fois. » Salvador Dali sera lui aussi marqué par ces images. Le symbolisme pictural dont Moreau est le représentant le plus radical irrigue toute la sensibilité surréaliste. Ses élèves, Matisse, Rouault, Marquet, ont bouleversé la peinture du XXe siècle. Et ces grandes aquarelles libres, ces toiles inachevées où la couleur fond dans la toile comme un rêve dissous, ont été redécouvertes au milieu du XXe siècle comme des anticipations étonnantes de l'abstraction lyrique. Degas pouvait bien railler les chaînes de montre sur les dieux de l'Olympe. Moreau a, en fin de compte, ouvert les portes que Degas lui-même n'avait pas prévues. Avant de nous quitter, voici ma question pour vous. Gustave Moreau a passé sa vie à peindre des dieux, des héros, des monstres, des femmes fatales, tout ce que le monde moderne tendait à reléguer au rang du dépassé, du trop littéraire, du trop symbolique. Mais il l'a fait dans une solitude assumée, sans chercher à plaire, sans suivre les modes. Et vous, pensez-vous qu'on peut encore aujourd'hui peindre des mythes ? Ou que le mythe est mort, remplacé par d'autres formes d'images qui nous parlent de l'universel? La réponse la plus simple est peut-être celle-ci. Les mythes ne meurent jamais, ils changent de costume. Moreau les habillait de pierreries et d'or. Nos mythes contemporains sont habillés autrement, mais ils racontent toujours les mêmes choses. La beauté qui tue, le héros face au monstre, l'amour et la mort enlacés. Moreau avait tout compris. Merci infiniment de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et à très bientôt.